Imaginez un océan où 95 espèces sur 100 ont disparu, une terre où 7 animaux sur 10 sont morts, un ciel obscurci par les cendres pendant des millénaires. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment arrivé. Il y a 252 millions d'années. Cette catastrophe porte un nom. On l'appelle la Grande Mort. C'est l'extinction la plus dévastatrice de toute l'histoire de la Terre, bien pire que celle qui, près de 200 millions d'années plus tard, allait emporter les dinosaures. Et pourtant, c'est précisément cet apocalypse qui a ouvert la porte à leur règne. Bienvenue dans les chroniques du Mésozoïque. Pour comprendre cette extinction, il faut d'abord comprendre ce monde aujourd'hui disparu. Nous sommes à la fin de l'ère permienne, il y a 253 millions d'années. La Terre n'a qu'un seul supercontinent, la Pangée, une masse de terre immense qui s'étire d'un pôle à l'autre, entourée d'un océan unique, la Pantalassa. Sur ce monde, la vie a explosé. Des forêts de fougères et de conifères primitifs couvrent les régions tempérées. Au sol, des reptiles, des amphibiens géants et déjà les premiers ancêtres de la lignée qui mènera un jour aux mammifères. Mais les vrais maîtres du Permien, ce sont les synapsides, les ancêtres lointains des mammifères. Les dinosaures, eux, n'existent pas encore. Leur apparition n'aura lieu que plusieurs millions d'années plus tard. Et parmi les synapsides, une famille règne en maître sur la terre ferme, les gorgonopsiens, des superprédateurs féroces aux crocs effilés, au regard fixe. Différentes espèces, différentes tailles, mais un seul rôle dans l'écosystème, tuer. Et au sommet de cette famille, un nom, Inostrancevia, le plus grand des gorgonopsiens, le véritable roi du Permien. 3 mètres et demi de long, 300 kilos, des crocs de 12 centimètres, une mâchoire capable de broyer un os en une seconde. Sa proie favorite, Scutosaurus, un pareiasaure herbivore massif couvert d'une cuirasse d'ostéoderme, capable d'atteindre une tonne. Une forteresse vivante qui, malgré son armure, finit parfois entre les crocs du roi de l'époque. Dans les océans, les trilobites prospèrent depuis presque 300 millions d'années. Les ammonites dérivent dans des eaux peuplées de reptiles marins primitifs et de poissons cuirassés. Un monde foisonnant, complexe, vieux de dizaines de millions d'années, dominé par des créatures aujourd'hui presque oubliées. Pourtant, ce monde ne se doute pas un seul instant qu'il vit ses ultimes millénaires. Pendant des dizaines de millions d'années, le Permien a vécu dans une apparente stabilité. Les écosystèmes prospèrent, les gorgonopsiens règnent, les océans grouillent de vie. Puis, à un endroit précis du globe, dans ce qui deviendra la Sibérie, la croûte terrestre commence à se fissurer. Il y a 252 millions d'années, environ 300 000 ans avant la grande extinction, les trappes de Sibérie s'éveillent. Ce ne sont pas des éruptions ordinaires. C'est l'éveil d'une des plus grandes provinces volcaniques de toute l'histoire de la Terre. Sur des milliers de kilomètres carrés, le sol se déchire. Le magma jaillit. Des coulées de lave gigantesques recouvrent, peu à peu, une surface qui dépassera à terme 7 millions de kilomètres carrés. L'équivalent actuel de l'Australie tout entière. Et pourtant, voilà le piège, à ce stade, le reste du monde ne ressent presque rien. Pendant 300 000 ans, la planète semble encaissée. Les volcans crachent leur lave, mais le climat global tient bon. Les espèces continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était. Les océans restent stables, c'est l'illusion du calme avant la tempête. Mais en profondeur, sous les coulées de lave qui s'accumulent, quelque chose change. Le magma cesse de remonter en surface, il commence à s'infiltrer horizontalement entre les couches sédimentaires. Les géologues appellent ces formations des cils, des intrusions de magma en filon-couche, et ces cils traversent des couches anciennes, très anciennes, des sédiments du Carbonifère, vieux de 100 millions d'années, riches en charbon et en matière organique fossile. Quand le magma, à plus de 1000 degrés, entre en contact avec ces sédiments, il les cuit. Et leur cuisson libère dans l'atmosphère des quantités gigantesques de gaz à effet de serre. Dioxyde de carbone, méthane, dioxyde de soufre, halogène, métaux lourds, dont du nickel en quantité industrielle. L'atmosphère terrestre commence à se transformer. Le dioxyde de carbone grimpe, les températures montent, les océans absorbent des quantités folles de carbone et leur acidité doucement commence à augmenter. Le compte à rebours est lancé et personne sur la Terre permienne ne se doute encore de ce qui arrive. Le compte à rebours touche à sa fin. Pendant 300 000 ans, les trappes ont craché leur lave, leur gaz, leurs cendres. Et puis, en quelques milliers d'années à peine, tout bascule. Le système climatique de la Terre cède d'un coup, les températures globales montent en flèche. La planète se réchauffe de 8 à 10 degrés en quelques milliers d'années, une vitesse foudroyante à l'échelle géologique,
Aux régions équatoriales, la vie devient tout simplement impossible. Les rivages tropicaux dépassent les 40 degrés dans l'eau et c'est dans les océans que la catastrophe frappe en premier. Le dioxyde de carbone libéré par les trappes s'est dissous dans la mer pendant des centaines de milliers d'années. Les océans deviennent acides. Leur acidité grimpe. Le carbonate de calcium, la matière première des coquilles, des squelettes, des récifs, commence à se dissoudre dans l'eau. Les trilobites, présents depuis près de 300 millions d'années sur Terre, n'ont aucune défense. Les ammonites sont décimés, les coraux, étendus sur des milliers de kilomètres de plateformes continentales, disparaissent. Mais le pire est ailleurs. Plus on descend en profondeur, plus c'est terrible. Le réchauffement des eaux de surface déclenche un effet en cascade. L'eau chaude retient moins d'oxygène que l'eau froide. La circulation océanique ralentit. Les courants qui brassent normalement les profondeurs se figent. Et au fond, dans la pénombre, l'oxygène disparaît. C'est ce qu'on appelle l'anoxie océanique. Pendant des centaines de milliers d'années, le fond des océans se transforme en cimetière sans oxygène. Mais certaines bactéries, elles, n'ont pas besoin d'oxygène, elles prennent le relais. Et ce qu'elles rejettent dans l'eau, c'est un poison, du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique, mortel, et ce gaz remonte, lentement, vers la surface. Quand il atteint l'atmosphère, il empoisonne tout ce qu'il croise. Imaginez une plage de la fin du Permien, pas un cri, pas un mouvement dans l'eau, juste le ciel orange et l'odeur du soufre. Sur la Pangée aussi, le monde s'effondre. La chaleur extrême tue les forêts, plus de saison. Les sols, privés du couvert végétal, sont emportés par milliards de tonnes sous des pluies acides qui tombent désormais en torrents. On retrouve dans les strates de cette époque ce qu'on appelle une ligne de mort fongique, une couche presque uniforme de spores de champignons, la signature d'un monde où la matière organique se décompose plus vite qu'elle ne se renouvelle, un monde où le vivant pourrit sur place. Et au-dessus de tout ça, le ciel. La couche d'ozone se désintègre, détruite par les halogènes libérés par les trappes. Les ultraviolets atteignent la surface sans filtre. Dans les pollens fossilisés de cette époque, on observe des malformations massives. Même la lumière du soleil devient hostile. Les gorgonopsiens, ces super prédateurs qui régnaient depuis des millions d'années, sont décimés par l'étouffement, la famine, la chaleur. Inostrancevia disparaît, Scutosaurus disparaît. Des familles entières s'éteignent alors qu'elles étaient là depuis l'aube des temps. La cascade est totale. L'atmosphère, les océans, la terre, le ciel, tout cède en même temps. Ce n'est pas une catastrophe, c'est l'effondrement coordonné de tous les systèmes qui maintenaient la vie sur Terre. Et au bout de cette descente, il ne reste presque rien. L'apocalypse a duré quelques milliers d'années à peine, mais quand elle se termine, plus rien ne ressemble à la Terre d'avant. 95% des espèces marines ont disparu. Côté terrestre, 70%. Au total, la majorité des lignées du vivant sont rayées de l'histoire, pour toujours. Pour donner un ordre d'idée, si on appliquait ces chiffres à aujourd'hui, plus de 9 espèces marines sur 10 s'éteindraient. La quasi-totalité des récifs, des baleines, des poissons d'eau profonde, disparus en quelques générations. Sur la Pangée, c'est un autre constat tout aussi terrible, les forêts ont disparu. Les grands prédateurs sont morts, les grands herbivores aussi. Et une particularité unique dans toute l'histoire de la vie, c'est la seule extinction de masse à avoir touché massivement les insectes, les libellules, les coléoptères primitifs, les ancêtres des sauterelles, décimés. Et dans les roches, on retrouve une trace troublante. Pendant des millions d'années après l'extinction, les fossiles se font rares, très rares. C'est ce qu'on appelle parfois le temps perdu, une période où la vie a tellement souffert qu'elle peine à recoloniser la planète. Les récifs coralliens, en particulier, ne reviendront pas avant 14 millions d'années. 14 millions d'années sans vrais récifs sur Terre, un vide jamais vu depuis des centaines de millions d'années. Imaginez la Terre à cette époque, les continents nus, balayés par des vents secs, les océans peu profonds, encore acides, presque silencieux, un ciel souvent sans nuages, parce qu'il n'y a plus assez de végétation pour évaporer l'eau, des plages désertes, des forêts cendreuses, une planète qui ressemble pendant un long moment à autre chose que la Terre, et pourtant, quelque chose bouge encore. Quelques milliers d'années après l'Apocalypse, la Terre commence à respirer, lentement, difficilement. Mais elle respire. Et dans ce monde dévasté, quelques espèces ont survécu, et certaines vont laisser leur marque dans l'histoire. Voici le héros oublié de la grande extinction, il s'appelle l'Istrosaurus, un cousin lointain des mammifères, de la taille d'un gros chien. Bec corné pour brouter, pattes courtes et puissantes, yeux placés haut sur le crâne comme un hippopotame, il n'a rien d'impressionnant.
Et pourtant, c'est lui qui hérite du monde. Pendant les premiers millions d'années qui suivent l'extinction, l'Histrosaurus représente jusqu'à 95% de la faune terrestre connue. Sur tous les continents, car à cette époque, la Pangée existe toujours et ne s'est pas encore fragmentée. On le retrouvait absolument partout. Jamais plus, dans l'histoire de la Terre, une espèce animale ne prospérera à ce point. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Les paléontologues ont plusieurs hypothèses. L'Histrosaurus pouvait creuser des terriers, un refuge contre la chaleur extrême. Son métabolisme tolérait des taux d'oxygène anormalement bas. Il mangeait à peu près n'importe quoi. Et il se reproduisait vite. Une combinaison rare, un profil de survivant. Pendant des millions d'années, le monde lui appartient, mais dans les marges, discrètement, on voit apparaître d'autres lignées. De petits reptiles agiles à la posture inhabituelle. Pas encore des dinosaures, mais leurs cousins immédiats. On les appelle les archosaures. Au début, ils sont rares, modestes, effacés, mais ils ont quelque chose que personne d'autre n'a. Un nouveau type de hanche, une nouvelle manière de marcher, les ingrédients d'une révolution. Et pendant que l'Histrosaurus règne sans partage sur les plaines du Trias précoce, ces archosaures discrets, eux, sont déjà l'avenir. Lentement, très lentement, la Terre guérit. Au fil des millions d'années qui suivent, la forêt repousse, l'océan retrouve ses récifs, la vie regagne les sols, le climat se stabilise, la vie reprend son souffle, mais ce n'est plus le même monde. Les anciens maîtres du Permien, les synapsides, les gorgonopsiens, tous ces ancêtres des mammifères ne reviendront jamais en force. Leur règne est terminé, leur niche écologique vide ou presque. Et ces niches vides dans la nature sont une opportunité. Une lignée en particulier va saisir cette opportunité, les archosaures. Pendant les millions d'années qui suivent, leur diversité explose. Pour la première fois, la planète voit des reptiles dominer la Terre, l'eau et bientôt les airs. Et au sein de cette explosion, vers la fin du Trias, il y a 230 millions d'années, une nouvelle lignée apparaît. Petite, agile, bipède, discrète au début, mais avec une anatomie qui va tout changer. C'est cette lignée qu'on appellera des siècles plus tard les dinosaures. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, ces étranges créatures à la posture redressée traversent les plaines. Elles ne sont encore qu'une lignée parmi d'autres. Personne, à cette époque, ne pourrait deviner que leur règne durera 165 millions d'années et que ce règne incroyable, c'est précisément la pire extinction de l'histoire de la Terre qui l'a rendu possible. Une nouvelle ère vient de commencer, une ère qui durera 165 millions d'années. Une ère où des créatures impossibles vont naître, dominer, évoluer et finalement disparaître à leur tour. Mais avant de devenir les géants que l'on connaît, ils ont été petits, discrets, fragiles. Des survivants dans un monde encore convalescent. Dans la prochaine chronique, nous rencontrerons ces pionniers, les premiers dinosaures de l'histoire. Ceux qui, malgré leur taille modeste, vont changer le visage de la planète pour toujours. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les prochaines chroniques. Et surtout, n'oubliez pas, chaque fossile est un message que la Terre nous a laissé et c'est à nous de les déchiffrer. Merci de m'avoir écouté, portez-vous bien et à la prochaine.